Voici le début de la production du scénario de narration touristique en français pour l'Argentine. Il existe un pays où des centaines de cascades se précipitent dans un gouffre immense, où les montagnes se parent de plus d'une dizaine de couleurs et où des murs de glace, hauts comme des immeubles, se fissurent régulièrement pour s'effondrer dans les eaux d'un lac. Sur de longues routes qui semblent ne jamais finir, des voyageurs s'arrêtent devant de petits sanctuaires ornés de rubans rouges pour prier un gaucho que l'Église n'a jamais canonisé. Et au cœur de la froide Patagonie, il existe encore des villes où l'on boit du thé gallois, où l'on chante en chœur à plus de 10 000 kilomètres de la terre de ses ancêtres. C'est l'Argentine, patrie du tango, du maté, de Messi et de ses pâturages immenses qui, jadis, hissèrent ce pays parmi les plus riches du monde. Mais c'est aussi un endroit où la valeur de l'argent peut basculer du jour au lendemain, où des retraités doivent compter le prix de chaque repas et où tant de jeunes rêvent encore d'un avenir ailleurs. Comment un pays aussi richement doté a-t-il pu devenir si vulnérable? C'est la question qui nous accompagnera tout au long de ce voyage. Sur une carte, l'Argentine s'étire comme une longue bande de terre à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Au nord-est, près du Brésil, s'étendent des forêts subtropicales denses et humides. Plus loin se déploient les zones humides de l'Ibéra, où la terre et l'eau finissent par se confondre en un seul et même monde. Au centre s'étend la Pampa, plate, fertile, à perte de vue. À l'ouest se dressent les Andes, avec leurs déserts d'altitude, leurs lacs salés et leurs sommets couverts de neige. Sur les versants nord se cachent les forêts de nuages de la Yungas, et tout en bas, la Patagonie, la terre de feu, et les vents glacés venus de l'océan austral. L'Argentine, on le comprend vite, n'est donc pas un monde unique et homogène. Une petite ville de Patagonie peut porter en elle des souvenirs gallois, tandis qu'un village du nord vit encore au rythme des Andes et de la Pachamama. À Buenos Aires, on grandit entouré de cafés où résonne la musique, de bus bondés et d'immeubles aux allures européennes, tandis qu'au Chaco, la vie d'un homme se tisse avec les forêts sèches, les rivières et les communautés autochtones. La richesse première de l'Argentine est née de terres agricoles fertiles, de vastes troupeaux de bétail, de l'exportation de viande et de céréales, de ports maritimes actifs, de chemins de fer et de millions d'immigrants venus apporter avec eux leur savoir-faire et leurs ambitions pour bâtir une vie nouvelle. Mais avec l'arrivée du XXe siècle, le pays a commencé à s'enfoncer dans des cycles dont il peinait à se libérer. Les crises se sont succédées, la dette publique a grimpé, le peso s'est dévalué encore et encore. La politique n'a cessé de changer de visage. Les gens ont appris à conserver leur argent en dollars, en or ou dans la pierre, car nul ne pouvait garantir ce que cette même somme permettrait d'acheter le mois suivant. Un pays doté de montagnes, de mers, de pétrole, de lithium, de pâturages, d'eau douce et de terres arables à perte de vue, et qui pourtant n'est jamais parvenu à bâtir une prospérité durable. Mais pour comprendre ce paradoxe, il ne faut pas commencer par des tableaux de chiffres. Il faut d'abord descendre dans la rue, là où vivent les vrais Argentins. Buenos Aires est souvent la première porte d'entrée dans le pays. Vue d'en haut, la ville s'étire le long du Rio de la Plata, avec ses longues avenues, ses toits anciens, ses parcs verdoyants et ses quartiers à l'architecture qui rappellent l'Europe. Mais dès qu'on pose le pied dans la rue, cette élégance formelle cède vite la place au klaxon, au vacarme des bus qui filent au carrefour, aux cafés bondés à toute heure du jour et à ce flot continu de passants. Dans le quartier de Palermo, le rythme de vie se fait plus léger. Rues bordées d'arbres, cafés, maisons basses, une atmosphère détendue et sans hâte. San Telmo garde, elle, la couleur du passé. Marchés anciens, antiquaires, ruelles pavées, musique de rue et la mémoire toujours vivante des dockers d'autrefois. La Boca s'anime grâce à ses maisons colorées, ses fresques murales, ses ballons de football et les images de Maradona qui semblent surgir à chaque coin de rue. Mais c'est aussi un endroit où l'histoire du mouvement ouvrier s'est peu à peu transformée en attraction pour les visiteurs. Sur la Plaza de Mayo, au cœur de la ville, se sont joués des épisodes de pouvoir, de contestation, d'espoir et de deuil. Buenos Aires est donc à la fois une ville qui séduit et qui ne se laisse jamais totalement apprivoiser. Certains y arrivent en cachant leur téléphone sous leur chemise, craignant les pickpockets. Puis, quelques jours plus tard, on trouve un appartement où l'on reviendra, où l'on vivra peut-être de longs mois. La ville impose ainsi une forme de vigilance qui n'exclut jamais l'attachement. Les deux finissent par cohabiter, presque naturellement.
Pour vraiment comprendre Buenos Aires, il faut regarder au-delà des façades ornées des maisons étroites. Les maisons de type Casa Chorizo se construisent souvent sur une parcelle étroite qui s'étire loin vers l'arrière du terrain. Les pièces s'alignent le long d'un patio intérieur et pour passer d'une chambre à l'autre, il faut souvent traverser une galerie ou une cour à ciel ouvert. La façade peut avoir des airs européens, mais derrière elle se cache un espace commun où plusieurs générations mangent, dorment, discutent et prennent soin les unes des autres. Lorsque ces grandes maisons ont été divisées en multiples chambres à louer, elles sont devenues des conventillos, de véritables petits mondes en soi. Dans la cour commune, les Italiens parlaient encore leur dialecte d'origine, tandis qu'Espagnols, créoles et afro-argentins se partageaient les cuisines, les robinets et les toilettes. Ce sont précisément ces lieux surpeuplés qui ont façonné la façon de parler des habitants de Buenos Aires, la culture du tango et cette identité si particulière du Rio de la Plata. Le rythme du quotidien varie aussi beaucoup selon les lieux. Le matin commence généralement avec un café et une media luna. Le déjeuner arrive souvent en retard. En fin d'après-midi, on grignote un maté, un café, un alfajor, des toasts ou du dulce de leche. Le dîner, lui, peut débuter à 1h où, dans bien d'autres pays, on s'apprête déjà à dormir. Ce moment que l'on appelle la merienda ne sert pas seulement à calmer la faim. Il relie le jour et le soir et offre à la famille ou aux amis une raison de plus de se retrouver. Le maté, lui, est partout. Quelqu'un prépare les feuilles, verse l'eau chaude, puis fait passer la calebasse à son voisin. Chacun boit jusqu'au bout, la rend et attend patiemment son tour suivant. Partager la bombilla, c'est afficher une proximité, une confiance. On croise le maté dans les parcs, dans les voitures, à l'école, pendant les pauses au travail, sur la plage et le long des routes de montagne. La langue principale reste l'espagnol, mais l'accent argentin possède son propre rythme, particulièrement marqué à Buenos Aires et dans toute la région du Rio de la Plata. Les vagues successives d'immigrants ont laissé une empreinte italienne indéniable, tandis que le guarani, le quechua, le wichi, le com, le mapuche et d'autres langues autochtones continuent d'être parlées dans certaines communautés. Cette diversité rappelle que ce pays n'a jamais eu une source unique. Les Argentins entament facilement la conversation, se saluent d'une accolade ou d'un baiser sur la joue et peuvent rester des heures assis dans un café à parler. Pourtant, dans les lieux très fréquentés, téléphones, sacs et bijoux demandent encore une attention constante. Buenos Aires n'est donc ni simplement une ville magnifique, ni simplement une ville dangereuse. C'est un lieu où la chaleur humaine, le chaos et la vigilance cohabitent, côte à côte, sans jamais vraiment se contredire. Mais la vie argentine ne se limite pas aux maisons ni aux cafés. Elle se perpétue aussi grâce à quelque chose de bien plus ancien, le feu. En Argentine, la préparation de l'assado commence bien avant que le premier morceau de viande n'atteigne la table. Le charbon doit brûler de façon régulière, la flamme ne doit jamais être trop vive. L'homme posté devant le grill, que l'on appelle l'assador, surveille la couleur des braises, la distance jusqu'à la grille et la direction du vent. On sert généralement en premier le chorizo, la morcilla et les abats. Les grosses pièces de viande arrivent plus tard, quand la conversation s'étire et que plus personne ne regarde vraiment l'heure. L'assado n'est pas simplement une façon de cuire la viande, c'est un véritable rituel social. Le temps d'un après-midi, celui qui tient le grill devient le centre du rassemblement, tandis que les autres restent debout autour du feu, un verre de vin à la main, jouant aux cartes, racontant des histoires. Dans une société où les prix obligent souvent chacun à faire ses calculs, cette parenthèse crée un espace où, pour un moment, plus personne n'a besoin de se presser. À Buenos Aires, les traces de l'immigration italienne se voient directement sur la table. La pizza locale est généreusement recouverte de mozzarella et se sert souvent accompagnée de fena, une sorte de pain à base de farine de pois chiches. Les pâtes, les glaces et toute une culture du café font désormais partie intégrante du quotidien. L'immigration n'a pas seulement changé des noms de famille ou des visages, elle a transformé la palette même de cette terre. Le dulce de leche se retrouve dans les medialunas, les alfajores, les pâtisseries, les glaces et les desserts familiaux. Cette saveur sucrée et dense réveille des souvenirs d'enfance avec une puissance que peu de plats raffinés parviennent à égaler. Dans la rue, le choripán reste plus proche du quotidien qu'un steak au restaurant. Ces saucisses grillées, glissées dans du pain et relevées de chimichurri ou de sauce créole, se trouvent près des stades de football, dans les parcs, sur les marchés, lors des manifestations comme des retrouvailles familiales.
Le steak, c'est l'image que l'Argentine offre au monde. Le choripán, lui, c'est ce que les Argentins mangent réellement, dans leur vie de tous les jours. En remontant vers le nord, le bœuf cède peu à peu la place au maïs, aux courges, aux haricots et aux plats d'origine andine. Le locro est un ragoût épais préparé avec du maïs blanc, des haricots, des courges et de la viande. Ce plat apparaît souvent sur les tables lors des fêtes nationales, cuisiné dans une grande marmite et partagé entre de nombreux convives. L'humita utilise du maïs frais fraîchement écrasé, des oignons, des épices et parfois du fromage, le tout enveloppé dans des feuilles de maïs. Le tamal reprend cette même pâte de maïs, mais avec une farce de viande à l'intérieur. Ces plats rappellent que la culture culinaire andine est bien plus ancienne que les frontières mêmes de l'Argentine. Les empanadas, elles, changent de visage selon la province. À Salta, elles sont généralement petites, moelleuses, avec une farce juteuse. À Tucumán, on utilise de la viande coupée au couteau plutôt que hachée. À Jujuy, on privilégie parfois des ingrédients propres aux hautes terres, tandis qu'en Patagonie, on ajoute de l'agneau à la pâte. Chaque empanada raconte, à sa façon, le climat, les produits et les coutumes du lieu où elle a été préparée. Dans les campagnes du nord-est, le manioc et le poisson de rivière comptent souvent plus que les troupeaux de bétail. La chipa se prépare à base de fécule de manioc et de fromage. Le mbaipi est un plat épais à base de maïs, hérité du peuple guarani. Dans le réseau du fleuve Paraná, on pêche le pacu, le dorado et le surubi, que l'on fait ensuite frire, griller ou mijoter avec des légumes. Dans la région de Cuyo, on fait lentement rôtir de jeunes chevreaux dans le plat appelé chivito, tandis que dans les vallées sèches et ensoleillées poussent les célèbres vignobles. Le Malbec est devenu un symbole reconnu dans le monde entier, mais le Torontés porte en lui un parfum bien particulier, propre au nord du pays. Plus au sud, en Patagonie, on peut goûter l'agneau entier rôti sur un feu de bois, la truite arc-en-ciel, le saumon fumé, le centola de la terre de feu, des baies sauvages et tous les produits de la forêt froide. Puis, en plein cœur du sentier patagonien, à Gaiman comme à Trévelin, surgit soudain un thé gallois complet. On y sert du thé noir accompagné de gâteaux aux fruits, de pâtisseries crémeuses, de pain et de confitures. La scène se déroule bien en Amérique du Sud, et pourtant, ce qui repose sur la table garde intacte la mémoire d'une terre natale lointaine. En Argentine, la gastronomie ne se résume donc pas au steak et au vin. Ce pays porte en lui les empanadas de manioc guarani, les plats de maïs andin, la pizza des immigrants, et ce thé gallois que l'on peut siroter en plein milieu du voyage. Pour retrouver ses saveurs les plus anciennes, le voyage doit quitter les plaines et grimper là où l'air se fait bien plus rare. Depuis Salta, la route laisse derrière elle les bâtiments coloniaux blancs, les toits de tuiles et les places pavées, pour s'enfoncer dans une toute autre Argentine. Quelques heures suffisent, la verdure cède la place à des montagnes arides et à des cactus dressés vers le ciel. Le nord du pays est proche de la Bolivie, et pas seulement par la géographie. La nourriture, la musique, les croyances, le rythme même de la vie appartiennent à ce monde andin, plus vaste que les frontières nationales. La route nationale numéro 52 serpente à travers les chaînes de montagnes, où la couleur de la terre change à chaque virage. Des camions traversent lentement les cols, transportant des marchandises de l'Argentine vers le Chili, puis vers la côte du Pacifique. C'est à la fois un itinéraire d'une beauté saisissante et un couloir commercial rude, où l'air raréfié, les vents glacés et les longues montées éprouvent quiconque s'y aventure. À cette altitude, les feuilles de coca font partie du quotidien. On les mâche ou l'on en prépare une infusion pour atténuer le malaise que ressent le corps lorsqu'il ne s'est pas encore adapté à l'air raréfié. La coca est également présente dans les rituels et les échanges sociaux. Pour les habitants de la région, cette coutume n'a rien à voir avec l'image que l'on associe ailleurs à la cocaïne. D'un côté, une tradition ancestrale, de l'autre, le résultat d'une transformation industrielle et d'un marché illégal, deux réalités que l'on ne devrait jamais confondre. Au pied du Cerro de los Siete Colores se trouve Purmamarca, un village aux ruelles étroites, aux maisons d'adobe et à son marché artisanal qui accueille des visiteurs venus de loin. Le tourisme apporte des revenus, mais il transforme aussi peu à peu le visage de ce centre rural. C'est d'ici que débute la Quebrada de Humahuaca, ce corridor naturel qui traverse toute la région montagneuse. Bien avant l'arrivée des Espagnols, marchandises et voyageurs empruntaient déjà cette vallée. Une partie de cet itinéraire faisait autrefois partie du réseau Inca, avant de devenir, plus tard, un territoire stratégique dans la lutte pour l'indépendance.
plus loin apparaît le Salinas Grandes, où la terre devient d'un blanc aveuglant et où l'horizon semble perdre toute profondeur. Pendant la saison des pluies, une fine couche d'eau recouvre le sel et transforme la surface en un miroir qui reflète les nuages et le ciel. La présence de bassins bleutés rappelle que, sous cette croûte de sel, l'eau continue d'exister. L'exploitation du lithium crée des emplois, mais son usage inquiète aussi les habitants, préoccupés par l'avenir des eaux souterraines, de la terre et de l'environnement qui les entoure. Plus haut encore se dresse le Cerro de los Siete Colores lui-même. À plus de 4000 mètres d'altitude, les strates rocheuses se superposent en un motif presque dentelé, changeant de teinte selon la lumière du jour. Certains l'appellent la montagne aux 14 couleurs. D'autres affirment qu'après la pluie, on en distingue davantage encore. Ces bandes rouges, vertes, jaunes et grises se sont formées jadis au fond d'un ancien milieu marin, avant que les mouvements géologiques ne les soulèvent, peu à peu, jusqu'à toucher presque le ciel. Dans les maisons de terre, les murs épais d'adobe conservent la chaleur durant les nuits glaciales et adoucissent la chaleur du jour. Sur l'autel, on trouve parfois des images catholiques, mais dans la cour, les familles continuent d'offrir à la Pachamama, la terre-mère, de la nourriture, des boissons ou des feuilles de coca. Deux systèmes de croyances qui cohabitent dans la vie quotidienne ont appris, ensemble, à recevoir de la terre tout en sachant lui rendre en retour. Mais les Andes ne sont qu'un des nombreux visages naturels de l'Argentine. En se dirigeant vers l'est, la terre sèche cède la place aux forêts embrumées. Et plus loin encore, c'est comme si le continent tout entier finissait par se dissoudre dans l'eau. Au nord-est, à Iguazú, tout commence par un son. Depuis le cœur de la forêt monte un grondement d'eau, semblable à une tempête qui ne cesserait jamais. À mesure que le sentier s'élargit, des centaines de cascades se précipitent violemment dans d'immenses failles rocheuses. Au niveau de la gorge du diable, l'eau s'accumule dans un gouffre en forme de fer à cheval. Un nuage de vapeur s'élève, formant un brouillard épais. Le sol vibre légèrement sous les pieds, les vêtements se trempent, et toutes les paroles finissent par se taire devant ce vacarme assourdissant. Mais à Misiones, il n'y a pas qu'Iguazú. Derrière les routes de terre rouge se cachent les ruines de San Ignacio Mini, une ancienne mission jésuite guarani. Les murs de pierre témoignent encore aujourd'hui d'une époque où l'architecture européenne se mêlait au travail, au savoir-faire et à l'art du peuple guarani. Après l'effondrement du système des missions, la forêt a lentement repris ses droits. Les racines des arbres et la mousse ont recouvert peu à peu ce que des mains humaines avaient autrefois bâti. Plus loin s'étendent les Esteros del Ibera, un monde de lagunes, d'herbes immergées et d'îlots flottants. Dans ces eaux vivent des capybaras, des caïmans, des cerfs des marais et une multitude d'oiseaux. Les gauchos de cette région ne chevauchent pas de plaines sèches, ils se déplacent à travers des terres inondées. Dans certaines zones, on réintroduit même des jaguars pour tenter de restaurer l'équilibre de l'écosystème. Sur les versants orientaux des Andes se trouve la Yunga, cette forêt où les nuages semblent se cacher parmi les arbres. L'humidité qui monte du sol reste captive dans les feuillages, avant de redescendre, peu à peu, en filets d'eau qui nourrissent les vallées. En l'espace d'un court trajet, le paysage peut ainsi basculer entièrement, du plateau aride de la Puna à ce monde humide, profondément vert, enveloppé de brume. Au nord comme au centre s'étend aussi le Grand Chaco, une vaste région de forêts sèches qui apparaît rarement dans les documentaires touristiques. Les arbres de quebracho poussent sur une terre brûlante. On y trouve des tatous géants, des jaguars et une multitude d'espèces endémiques. C'est aussi la terre des communautés Wichi et Com. Mais la surface de ces forêts diminue, année après année, sous la pression de l'agriculture et de l'élevage à grande échelle, qui pèsent chaque jour un peu plus lourd sur la nature et sur les territoires autochtones. En descendant vers le sud depuis le forêt, la pampa s'ouvre devant nous, avec cette force particulière que seule une plaine peut posséder. Les prairies s'étendent jusqu'à l'horizon. Les exploitations d'élevage, les machines agricoles et les fermes se dressent isolées, séparées par de grandes distances. C'est cette terre fertile qui a bâti l'économie de la viande et des céréales, qui a forgé l'image du gaucho et qui a permis à l'Argentine un temps de s'enrichir. Une grande partie de l'histoire économique moderne du pays commence précisément dans ce vide apparent, dans cette étendue silencieuse. À l'ouest se dresse la Concagua, le sommet le plus élevé des Amériques. L'ascension n'est techniquement pas d'une extrême difficulté, mais l'altitude oblige les alpinistes à consacrer de nombreux jours à l'acclimatation. Bien plus au sud se trouve la pittoresque petite ville de Bariloche, avec ses lacs d'un bleu profond,
ces forêts qui changent de couleur au fil des saisons et ces chaînes de montagnes découpées. En hiver, on y skie. En été, s'ouvrent des sentiers qui serpentent à travers les bois, le long de rives silencieuses. Sur la côte atlantique, la péninsule Valdez transforme la mer en une scène en perpétuelle effervescence. Les baleines franches australes viennent y mettre bas dans des eaux calmes. Le long du rivage se rassemblent manchots, otaries et lions de mer. À de rares occasions, des orques s'échouent volontairement sur la plage pour capturer de jeunes phoques, une chasse qui ne dure que quelques secondes, mais que l'on n'oublie jamais. À El Chalten, le chemin qui mène au Fitzroy dépend entièrement de la pluie, du vent et de la patience. Les nuages peuvent dissimuler le sommet pendant des heures entières. La dernière portion du sentier est raide, chaque pas devient une épreuve. Mais si le temps se dégage au bon moment, alors la surface bleutée du lac apparaît soudain, sous des parois rocheuses couronnées de glace. 8 heures de marche peuvent se résumer à quelques minutes de contemplation véritable du Fitzroy. Et c'est peut-être justement ce qui rend cet instant inoubliable. Non loin d'El Calafate, le glacier Perito Moreno ne reste jamais immobile comme un simple mur de glace. La glace craque, gronde, produit des sons qui rappellent le tonnerre. Parfois, une détonation retentit d'abord, puis un pan entier de la paroi glacée se détache et s'effondre dans le lac. Plus loin, à Spegazzini, on ne peut accéder que par bateau, en longeant des murailles de glace encore plus hautes par endroits. Un spectacle moins connu, mais tout aussi saisissant. La route qui mène vers la Terre de Feu traverse le détroit de Magellan, des forêts basses et des terres constamment balayées par le vent. Le canal de Beagle s'ouvre devant Ushuaia, d'où partent de nombreux navires en direction de l'Antarctique. Sur l'Isla Martillo, les manchots vivent en colonies entières. À Puerto Almanza, les pêcheurs posent leur casier dans une eau glaciale. Certains restent des mois loin de leur famille, car ce travail, aussi dangereux soit-il, reste ce qui leur permet de nourrir leurs enfants. Mais bien avant l'apparition des villes, des routes et des frontières, l'homme était déjà présent en Patagonie. Dans la Cueva de las Manos, des centaines d'empreintes de mains en négatif recouvrent les parois rocheuses, aux côtés de représentations de guanacos et de scènes de chasse. Génération après génération, des traces sont restées gravées sur ce lieu, bien avant que l'Argentine ne porte un nom, une capitale ou des frontières. Des hommes et des femmes, en posant leurs mains contre la roche, ont laissé une preuve simple et bouleversante. Ils appartenaient eux aussi à cette terre. Mais les paysages, à eux seuls, ne suffisent pas à façonner une identité. On reconnaît l'Argentine autant à ce que l'on y voit qu'à ce qui résonne, la nuit, dans le silence. Quand la nuit tombe sur Buenos Aires, le son du bandoneon ouvre un monde à part entière. Le tango est né dans les quartiers ouvriers, dans les ports, dans les cours des conventillos, là où se croisaient les frontières de nombreuses communautés. Longtemps méprisé par les élites, il est passé des bars aux plus grandes scènes, jusqu'à devenir un symbole national. La force du tango ne tient pas seulement à ses pas. C'est cette pose suspendue entre deux corps, cette tension dans le regard, ce son du bandoneon qui semble porter en lui toute la tristesse de l'exil. Beaucoup de ses chansons racontent un amour perdu, un quartier transformé, une terre natale devenue lointaine. Le tango, en un sens, regarde toujours vers le passé, comme s'il cherchait, à chaque figure, à retenir ce qui déjà s'efface. Dans la région de Corrientes, le chamamé baigne dans une atmosphère tout à fait différente. L'accordéon et la guitare créent une ambiance chaleureuse et dansante, rassemblant les gens en cercle serré. Les paroles peuvent être chantées en guarani ou dans un mélange avec l'espagnol. Au beau milieu du morceau résonne soudain un cri, le sapucaï. Ce cri peut exprimer la joie, la douleur ou simplement l'affirmation d'être encore vivant. À Cordoba, on trouve un rythme musical bien plus rapide, né des danses populaires. Le piano, l'accordéon et la basse, longtemps considérés avec dédain, sont devenus, avec le temps, une véritable signature de la ville. Si le tango pousse souvent à se retourner vers le passé, la chacarera, elle, entraîne le corps vers l'avant. Dans les campagnes, la zamba raconte toute une parade amoureuse à l'aide de mouchoirs. L'homme et la femme se rapprochent, puis se séparent, unis par un simple regard malgré la distance. La chacarera utilise la guitare, le violon et le bombo leguero pour transmettre tout le rythme de la vie rurale. Sur les plaines pampéennes, le peyador improvise des vers au son de la guitare. Lorsque deux peyadores se font face, l'un pose une question en rime, et l'autre y répond aussitôt, exactement en cadence.
Ce duel poétique peut durer des heures. C'est une véritable joute verbale de gauchos qui existait bien avant les batailles musicales modernes. Les gauchos, eux, ne sont pas de simples cowboys sud-américains. Autrefois, ils gardaient le bétail, chevauchaient sans relâche, effectuaient des travaux saisonniers, partaient parfois à la guerre et vivaient hors de toute autorité urbaine. Lorsque les pâturages ont été enclos par des clôtures et des grands domaines, ce mode de vie libre s'est peu à peu éteint. Mais les gauchos sont entrés dans la littérature, dans la musique, dans la conscience nationale, devenant un symbole de fierté et de liberté. Cet esprit populaire se retrouve aussi dans le fileteado porteño. Fleurs, feuilles, oiseaux, dragons, rubans et formules pleines d'esprit sont peints sur les charrettes, les camions et les enseignes. Ainsi, des objets ordinaires se transforment en véritables œuvres d'art. Le long des grandes routes, la couleur rouge évoque une autre croyance encore. De petits sanctuaires ornés de rubans rouges sont dédiés à Gauchito Gil, ce gaucho légendaire et hors-la-loi que l'on croit avoir aidé les pauvres et accompli des miracles après sa mort. Les automobilistes y laissent des offrandes et prient pour être protégés sur la route. En terre de Corrientes, le sanctuaire de la difunta Correa est, lui, recouvert de bouteilles d'eau. La légende raconte qu'une mère serait morte de soif en cherchant son mari, mais que son enfant aurait survécu grâce à son lait, resté vivant contre le corps sans vie de sa mère. Les pèlerins y déposent de l'eau, transformant cette histoire tragique en un véritable refuge spirituel. Le football, lui aussi, fonctionne presque comme une religion laïque. Maradona incarne le génie, la résistance, le chaos. Messi, lui, incarne la discipline, la famille, l'image même vers laquelle l'Argentine aime se projeter. On ne compare pas ces deux joueurs uniquement à travers le nombre de leurs buts. À travers eux, le pays finit par se raconter, se voir lui-même, de deux manières différentes et pourtant complémentaires. Ces mythes aident l'Argentine à raconter sa propre histoire, son identité. Mais derrière cette histoire publique se cache une mémoire bien plus ancienne et souvent bien plus douloureuse, une histoire que l'on a longtemps préféré taire. L'histoire de l'Argentine n'a pas commencé au moment où les Espagnols ont donné son nom à Buenos Aires. Bien avant cela, les Guaranis vivaient déjà au nord-est. Les peuples comme Huichi et Mocoit étaient liés au Chaco, tandis que les Diaguitas et les Colas peuplaient le nord-ouest. Les Mapuches et les Tehuelche, eux, occupaient le sud. Les communautés de chasseurs de Patagonie ont laissé leurs empreintes à la Cueva de las Manos. Une partie du nord s'est, un temps, trouvée sous l'influence de l'Empire Inca. Buenos Aires, à ses débuts, n'était qu'un modeste avant-poste à l'embouchure d'un fleuve. Au fil de l'évangélisation, les missions jésuites guaranis se sont développées. Cordoba, elle, est devenue un centre religieux et éducatif de premier plan. Le commerce, l'élevage, le travail des populations autochtones et le travail forcé ont posé, ensemble, les fondations de la société coloniale. Après la Révolution de mai et la proclamation de l'indépendance, l'Argentine a dû unifier un territoire composé de provinces éparses. Les conflits entre le pouvoir central et les provinces se sont prolongés pendant des décennies. Les gauchos ont combattu, défendu les frontières, avant d'être peu à peu perçus comme une force difficile à contrôler. Au XIXe siècle, le gouvernement a étendu son emprise sur la Patagonie à travers ce que l'on a appelé la conquête du désert. Ce nom laissait entendre un territoire inhabité, alors que de nombreuses communautés y vivaient déjà depuis des générations. Cette campagne militaire a permis de transférer des terres à l'État et à de nouveaux propriétaires, tandis que les populations autochtones subissaient massacres, captures, déplacements forcés ou pertes de territoire. Et la violence ne s'est pas arrêtée avec le siècle. En 1924, à Napalpí, dans le Chaco, une manifestation d'ouvriers Mocovi et d'autres travailleurs, protestant contre des conditions de travail proches de l'exploitation, a été réprimée dans le sang. Il aura fallu attendre près d'un siècle pour que la justice reconnaisse enfin ce massacre comme un crime commis par l'État lui-même. Dans le même temps, l'Argentine accueillait une vague massive d'immigration. Italiens, Espagnols, Gallois, Juifs, Syriens et Libanais sont arrivés, occupant les rôles les plus divers. Les chemins de fer reliaient la Pampa au port, tandis que les nouvelles techniques de réfrigération permettaient enfin de transporter la viande à travers l'Atlantique. Céréales, élevage et demandes européennes ont ensemble bâti un véritable âge d'or de prospérité. Mais cette richesse reposait, dans une très large mesure, sur la terre et l'exportation de matières premières. L'industrie et la technologie, elles, ne se sont jamais développées assez vite pour équilibrer cette dépendance.
La crise de 1929 a fait chuter la demande mondiale. Dans son sillage sont apparus des conflits toujours plus vifs entre les travailleurs, les propriétaires et l'État. Les coups d'État se sont succédés, entraînant des changements de politique constants, des dépenses publiques supérieures aux recettes, la planche à billets, la dette extérieure et l'inflation. Chaque cycle électoral, l'un après l'autre, a fini par éroder un peu plus la confiance dans le peso et dans les institutions du pays. Le péronisme se trouve au cœur de bien des débats, mais il ne se laisse jamais résumer en quelques phrases. Juan Domingo Perón a élargi les droits des travailleurs, renforcé le système de protection sociale et accru le rôle politique de la classe ouvrière. Ses partisans y ont vu la dignité rendue aux travailleurs. Ses opposants, eux, y ont perçu des dépenses démesurées, du clientélisme et une concentration excessive du pouvoir. Plus tard, le péronisme s'est divisé en de nombreux courants, parfois opposés entre eux. En 1976, les militaires ont pris le pouvoir, ouvrant une période de terrorisme d'État. Des milliers de personnes ont été enlevées, torturées ou ont tout simplement disparu. Le mot lui-même, disparu, est devenu un sombre symbole national. Après le retour de la démocratie, l'Argentine a créé des lieux de mémoire, organisé des procès contre les responsables de ces crimes et fait renaître, dans la vie publique, le souvenir de ce passé douloureux. Le pays a ainsi façonné des espaces destinés à ne jamais laisser la société oublier. Au début des années 2000, une nouvelle crise de la dette a éclaté, accompagnée de troubles sociaux profonds. Face aux fluctuations du taux de change et à l'inflation, de nombreuses familles ont continué de conserver leurs économies en dollars ou dans d'autres valeurs refuges. Javier Milei a été élu en 2023, promettant de réduire drastiquement les dépenses publiques et de transformer en profondeur le fonctionnement du pays. Ses partisans y voient une chance de restaurer la discipline financière. Ses détracteurs redoutent, eux, une chute du pouvoir d'achat et un coût social très lourd à supporter. La crise argentine n'a jamais eu une seule et unique cause. Elle est le résultat d'une économie dépendante, de décisions politiques contradictoires, d'institutions instables et de multiples cycles qui se répètent de génération en génération sans jamais vraiment se refermer. La question aujourd'hui n'est plus vraiment de savoir si l'Argentine possède les ressources nécessaires. Elle les a, indéniablement. La vraie question, c'est de savoir si son peuple croit encore que le pays saura, un jour, transformer ce qu'il possède en un avenir stable. Certains jeunes veulent quitter l'Argentine, lassés de cette instabilité chronique. D'autres restent, retenus par la famille, la terre, ce sentiment profond d'appartenance qu'aucune crise ne semble pouvoir effacer. Et l'on peut se demander, sincèrement, ce que l'on choisirait soi-même à leur place. Partir vers une stabilité incertaine ailleurs ou rester fidèle à une terre que l'on aime, envers et contre tout. L'avenir du pays dépendra sans doute de la capacité de ses réformes économiques à bâtir une vie durable ou, au contraire, à n'ouvrir qu'un nouveau cycle de difficultés. Le lithium pourrait apporter des revenus précieux, mais il alimente déjà des tensions autour de l'eau et des territoires. Le tourisme pourrait soutenir des communautés isolées, ou bien les transformer en simples décors pittoresques, vidés de leur substance. La forêt du Chaco, les zones humides de Libera, les langues et les communautés autochtones ont, elles aussi, besoin de trouver leur juste place dans ce développement à venir. L'Argentine est un pays de distance immense, entre forêts tropicales et glaciers éternels, entre appartements luxueux et villages qui, aujourd'hui encore, n'ont pas toujours accès à l'eau potable. Entre des terres d'une fertilité exceptionnelle et une monnaie qui, elle, ne cesse de vaciller. Et pourtant, les Argentins continuent d'allumer le feu de l'assado, de se passer la calebasse de maté de main en main, de danser jusqu'au bout de la nuit, et de croire, envers et contre tout, que des jours meilleurs sauront un jour remettre le pays sur la bonne voie. Peut-être que la véritable richesse de ce peuple, au fond, ce n'est ni le lithium, ni le bœuf, ni le vin, mais cette capacité intacte à continuer d'aimer la vie, alors même que l'avenir, lui, n'a jamais rien eu de certain.